de gens qui vont s'enfuir. Et comment pourrait-on leur reprocher? Comment pourrait-on reprocher à des gens d'essayer de sauver leur vie, de sauver leurs enfants? Ils risquent d'arriver par dizaines ou centaines de millions. Je racontais tout à l'heure que j'étais, il y a quelques mois, à Hammamet, en Tunisie, sur la plage. Ah oui, Le Pen, il va en Tunisie. On ne croirait pas ça comme ça, mais il y va. Et je parlais à de très jolies Tunisiennes, en bikini d'ailleurs, je dois dire. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais mes enfants, et si on installe la charia? Elle a dit, mais on va en France. C'est parti aussi sec. Eh bien ça, beaucoup de gens dans le monde le pensent. Ceux qui sont les plus courageux, les plus riches, déjà vous voyez arriver à Lampedusa et ailleurs des centaines de misérables qui risquent leur vie en traversant les déserts, en traversant la mer sur des barcasses pourries. Vous vous demandez d'ailleurs, mais comment ces gens-là peuvent-ils payer 1500 $ alors qu'ils sont si pauvres? Ben, je vais vous dire comment ça marche. C'est la mafia qui prête les 1500 $, à condition de les rembourser sur 5 ans, 5 fois 1500 $. Et si on ne rembourse pas, eh bien, dans le pays d'origine, on coupe le cou de la famille. Voilà, ça marche comme ça. Et c'est vous dire l'angoisse du monde. C'est vous dire que la formidable révolution démographique qui s'est produite au cours du siècle dernier et qui a fait passer de 1 à 7 milliards d'habitants la population mondiale en direction de 8 et 9 milliards. Alors d'ailleurs que notre population dans l'Europe continue de baisser puisque nous avons 1,4 enfant par femme en moyenne en Europe au lieu de 2,1. La Russie perd 1 million d'habitants par an. Et l'Allemagne tant chantée est un cercueil en or. Voilà la vérité. Alors d'où viendra le salut? Peut-être de France. C'est de nous qu'on attendra l'exemple. Parce que c'est généralement nous qui avons donné le signal des sursauts. Et pour être parfaitement honnête avec vous, avant que vous alliez déguster, avec moi d'ailleurs, la galette, je dois vous dire la vérité. Si on prolonge les courbes de l'activité française, elles vont toutes dans le mur. Autrement dit, sur le papier, c'est foutu. Mais nous appartenons à un peuple qui, au cours de son histoire, a connu des sursauts providentiels. Des moments où la France semblait effacée de l'histoire et elle a rejailli, surgi, et provoqué par son exemple le redressement de pans de la civilisation tout entier. Voilà votre responsabilité, mesdames et messieurs. Ce soir, vous savez, vous ne pourrez pas dire demain, mais moi je ne savais pas, la télé, la radio, tout ça. Non, vous savez. Et à partir de ce moment-là, donc, vous êtes mobilisés. Vous êtes en état de mobilisation. Ce n'est pas une élection banale avec machin contre truc, etc. Au deuxième tour, les sondages, etc. Non. Pour la France et pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, vous leur avez déjà légué une dette de 2000 milliards. Hein. C'est pas mal comme cadeau, hein, familial. Vous pouvez leur léguer aussi l'esclavage en plus, et la misère. De rien. Alors il est encore possible de se battre, il est toujours possible de se battre. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tomorrow is another day. La vie commence toujours demain. Et c'est ce que je viens vous dire et vous demander. Sans complexe, puisqu'on va demander si j'avais bien réfléchi, si à mon âge, je pouvais encore être tête de liste. Oui, je peux encore être tête de liste aux élections européennes. Ne vous faites pas trop de soucis de ce côté-là, tant au moins que le patron ne me rappellera pas là-haut. Bien sûr. Auquel cas, je serais bien obligé d'obéir. Mais enfin, bref, jusque-là, en tout cas, j'ai l'intention de me battre et de vous demander, à vous, de vous battre. Chacun d'entre vous a une puissance qu'il ignore, une possibilité de rayonnement, non seulement
sur sa famille, sur ses amis, sur ses camarades de bureau, sur les copains avec qui on joue à la belote, les retraités, tout le monde. Vous êtes en état de mobilisation générale parce que tout va se jouer dans les quelques années qui viennent. Si jamais par hasard cette décadence se prolongeait au-delà de 2017, s'il n'y avait pas à un moment donné un signal de redressement, et tout en France est possible, il est possible de redresser tout en France avec du courage, de la lucidité, de la volonté, de la persévérance, de la patience, sauf une chose, l'immigration massive. Car je vous ai dit dans quelles conditions la pression allait s'exercer sur nos frontières, et il est donc nécessaire que nous retrouvions le contrôle de nos frontières, notre souveraineté nationale qui a été bradée à une Europe des 28 qui sera demain des 37, des 42, on ne sait pas jusqu'où on ira. C'est le bœuf qui est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, on lui souffle dans le derrière et il va exploser. Voilà. Que ce soit M. Barroso, M. Schulz ou d'autres, écoutez, je les ai vus fonctionner pendant 30 ans. Alors, mais j'avais un mérite. Moi, j'ai été sincèrement européen. Adolescent, juste après la guerre, après cette tuerie générale, des dizaines de millions de morts, etc. Mon père, mort pour la France, la ville de Lorient rasée à 98% par les bombardements alliés, entre autres, c'était une des nombreuses. Et j'ai été le promoteur, en janvier 1953, du premier mouvement humanitaire d'aide à un autre pays. Et c'était en Europe. C'était les grandes inondations de Hollande. C'est un pays, vous savez, dont la moitié du territoire est au-dessous du niveau de la mer. Les digues avaient lâché à cause d'une grande marée, la tempête, etc. Il y avait beaucoup de morts, etc. Et j'ai eu l'idée, comme ça m'est venu, sur le trottoir. Je tourne assez vite dans ces cas-là. Je vais vous raconter une histoire qui est drôle. Je rentre dans un bistrot et je téléphone au président de la République. Est-ce que je pourrais parler au président de la République? Il dit, mais qui êtes-vous? Je suis Le Pen, le président de la Cour de droit. Ne quittez pas, je vous le passe. Parce qu'Auriol avait été président de l'AG de Toulouse. Donc le président de la Cour, ça disait quelque chose, c'était en quelque sorte la même. Il me dit, président, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, président, voilà, l'idée que j'ai, c'est que nous avons une occasion de montrer, devant un danger qui n'est pas politique, que nous sommes solidaires des autres peuples européens. Et donc, je souhaite que nous, les étudiants, qui n'avons que nos bras, nous allions donner un signal, un coup de main, et pour ça, nous avons besoin de l'aide de l'État, de l'aide de la France, parce que nous n'avons rien. Et il m'a dit, écoute, je me vais à Muret en week-end, mais je passe la consigne à Pleven, le ministre de la Défense. Et grâce à lui, et grâce à un homme avec qui j'ai déjeuné hier, 60 ans après, qui s'appelle le lieutenant Guillou, qui a piloté tout cela, nous avons eu des équipements militaires, des rations militaires, nous avions eu une unité, une petite unité médicale, et nous sommes partis à 40. Je rappelle tout de même qu'à un moment donné, on croyait que les étudiants se fichaient de tout. On a distribué un tract à la Sorbonne et à la fac de droit, il y a eu 300 volontaires. 300 volontaires sur lesquels il a fallu trier un certain nombre de gens qui avaient déjà une petite expérience, soit qui est du service militaire, soit la préparation militaire, soit le scoutisme, etc. Et nous sommes arrivés en Hollande. Et là, on nous a dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? Vous pourriez peut-être trier les colis dans une gare. Je dis non, écoutez, on n'est pas venu pour ça. Est-ce que je pourrais pas culotter, après tout, après avoir parlé au président de la République française, je dis, est-ce que je pourrais parler à un ministre? Alors on me dit oui, il y a justement le ministre des Eaux. Il y a un ministre des Eaux en Hollande. Et en plus de ça, il était francophone. Et je lui explique, il me dit, mais évidemment, à 40, on ne va pas sauver la Hollande. Notre geste est évidemment un geste symbolique. Il montre la solidarité de la jeunesse française avec le malheur des Hollandais. Il me dit, vous avez raison, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, je dis, nous ne pouvons aller qu'à l'endroit le plus dangereux. C'est où? Il me dit, Schuwen-Duveland, il y a déjà 300 morts. Très bien, c'est là qu'on va. Et c'est là qu'on a été pendant 15 jours
bossant comme des druses, on s'est fait, et puis au dernier moment, j'ai dit les gars, pas le tout. On a été aidé par la France, et bien on doit lui rendre ça. Nous sommes invités dans 3 universités hollandaises, nous devons y aller pour faire honneur à la France et lui rendre ce qu'elle nous a donné. Et ça vous fera le plus beau souvenir de votre vie. C'est ce que nous avons fait. Et, alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'étais pour l'Europe. Et pourtant, en 1957, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, j'étais déjà député, j'ai voté contre le traité de Rome, contre le marché commun. On m'a dit, mais pourquoi? Marché commun, c'est une avancée technique, quand même, commerciale, c'est intéressant. Je dis oui. Mais moi, j'ai lu les livres de Monnet et de Koudenov-Kalergi dans lesquels il disait ce processus engagé maintenant doit se conclure par les États-Unis d'Europe. Et je trouvais que l'idée des États-Unis d'Europe comparée aux États-Unis d'Amérique était non seulement une sottise, mais une folie criminelle, qui n'avait rien de commun entre l'Oklahoma et l'Angleterre, ni entre le Massachusetts et la Hollande, bien évidemment. Nous étions des vieilles nations historiques, fières de leur passé, qui s'étaient d'ailleurs constituées par osmose. Les gens d'un pays passant dans l'autre, le trouvant plus sympathique, et les Italiens qui aimaient mieux la France que l'Italie étaient venus en France et étaient devenus des Français. Le peuple s'était constitué ainsi, en quelque sorte, par choix personnel. Et donc, j'ai voté contre il y a très longtemps. Et j'ai donc été un eurosceptique, je suis un eurosceptique. Je pense que nous sommes encaqués, coincés dans cette Union européenne dont je ne vois pas ce qu'elle nous a apporté. Parce qu'elle nous a été vendue en disant, écoutez, vous allez certainement abandonner votre souveraineté, vous allez plus contrôler vos frontières, 80% de vos lois aujourd'hui viennent de Bruxelles. 80% des lois qui sont en France ne se viennent pas de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale met sa signature, elle ne peut pas faire autrement. Ça vient de Bruxelles. Et puis en échange, vous aurez le plein emploi, un bonheur matériel extraordinaire. Nous sommes la région du monde qui connaît le taux de croissance le plus bas. Donc on a tout faux. C'est complètement raté. On a fait tous ces efforts, tous ces abandons, tous ces sacrifices pour peau de balle, pour rien. Alors il faut arrêter à un moment donné quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé de route. On serre les freins, on manœuvre et on revient à l'embranchement qui vous permet de reprendre la voie laquelle? Eh bien je crois que c'est la voie nationale, la voie de la nation. Ah oui, ça a déjà été essayé, c'est vrai, au temps où les républicains d'ailleurs disaient la nation ou la mort. Bon. Pourquoi? Parce que la nation est encore au XXIe siècle le cadre le plus performant pour défendre la liberté, la sécurité, l'identité, la prospérité, la langue, la culture d'un peuple. Nous sommes le peuple français. Moi, je n'ai pas du tout envie de l'uniformisation ni du monde, ni de l'Europe. Je n'ai pas du tout envie que l'Italie devienne la Belgique, ni la Belgique l'Espagne. Quand je vais en Espagne, j'ai envie de voir des Espagnols. J'ai envie de voir en Italie des Italiens, des Italiennes et les œuvres magnifiques qu'ils ont créées au cours des siècles. Certes, nous sommes empoignés mortellement bien souvent, mais je suis de ceux qui se demandent si la guerre n'est pas un élément incontournable de la vie. Et si, somme toute, la paix est souhaitable, il n'en reste pas moins que ce sont les conflits qui ont écrit l'histoire du monde et l'histoire de notre continent, l'histoire de notre peuple. Vous voyez, j'ai même une vue plus large, puisque vous ne le verrez pas, mais vous le verrez sur nos affiches de la campagne européenne. Moi, je suis en faveur de ce que j'appelle l'Europe boréale. L'Europe boréale? Oui, mais l'Europe des nations. L'Europe des nations boréales qui va de Brest à Vladivostok. Parce que je pense qu'il faut intégrer à ce grand ensemble les Slaves, qui ont été tenus à l'écart jusqu'à présent, et considérés par nos alliés comme des ennemis. Il faut y intégrer aussi la Sibérie, qui est le grand espace géopolitique sans lequel nos nations ne pourront pas survivre, et que la Russie sera elle-même incapable de garder toute seule. Les pays européens doivent donc se retrouver au sein d'une union
J'allais dire en pensant à Hollande une union libre, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que nous devons conserver nos responsabilités et nous entendre pour créer ensemble des choses positives. Quand l'Union européenne revendique Airbus ou la fusée Ariane, c'est totalement faux. L'Union européenne n'a joué strictement aucun rôle dans cette affaire. Ce sont des pays européens entre eux qui sont convenus de faire ces merveilleuses réalisations. Eh bien ça, c'est possible. Alors nous, les Français, comment expliquer que nous ayons des hommes et des femmes de qualité exceptionnelle et que, collectivement, nous n'arrivons plus à rien faire de bon. Je citais l'autre jour, on me demandait, connaissez-vous des héros français? Je dis, écoutez, je connais, en tous les cas, 3 héroïnes, des héroïnes françaises. Le commandant Aigle, major de Polytechnique, championne d'Europe de triathlon, pilote de chasse, qui a un cancer de l'utérus mortel et qui est enceinte. Et c'est elle qui va piloter son accouchement avant de mourir. Elle dit, voilà, quand je vous donnerai le signal, vous ouvrirez. C'est que je serai en train de mourir. Une héroïne. Une autre qui fait le tour du monde en bateau à l'envers, qui est bien plus dur qu'à l'endroit. Et à 500 km ou 500 000, elle casse son mât. À bout de force, un paquebot passe qui lui propose de la prendre à bord. Elle refuse. Elle retape son mât et elle finit son tour du monde. Et puis, la femme, la jeune fille de ce colonel qui est violé dans un train, s'est battue jusqu'à la mort contre son violeur, a même réussi à le blesser de telle sorte qu'on a pu le reconnaître, l'arrêter et le condamner. Voilà, ce sont des héroïnes françaises. Il en est comme ça, mais c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans beaucoup de manifestations individuelles. Les Français sont, comme dit Marine, sont imbattables. Oui, encore faut-il qu'ils s'unissent, encore faut-il qu'ils voient clair, encore faut-il qu'ils ne se laissent pas aller à la faiblesse de reconduire les mêmes aux mêmes places par une espèce de paresse intellectuelle en disant oui mais peut-être ceux qui vont venir on ne sait pas, vous savez on dit du mal. Eh bien écoutez, rien ne serait pire que de continuer dans la voie où nous sommes engagés. Là nous sommes sûrs du désastre. Les gens qui nous ont conduits pendant 40 ans au désastre vont continuer de le faire parce que c'est dans leur nature, ils ne peuvent pas faire autrement. La seule chance c'est de rompre avec ça. Et le Front National qui depuis 40 ans a témoigné de sa lucidité, de son courage, ce qu'il a dit sur l'immigration, sur l'insécurité, sur le chômage, sur la dette, sur l'enseignement français, tout cela s'est révélé vrai. Voyez-vous, qu'est-ce que nous ont appris les enseignants enfants de 68? C'est qu'il fallait travailler le moins possible quand même. Surtout, non pas pour conquérir une situation financière ou matérielle plus importante, mais pour avoir plus de loisirs. Ils nous ont expliqué qu'on pouvait vivre en blue jean, en t-shirt et en savate avec un slip qu'on lave tous les 8 jours d'ailleurs, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est l'essentiel, c'est de se reposer. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs dans les enseignements 15 jours de vacances à la Toussaint, 15 jours à Noël, 15 jours à Mardi Gras, 15 jours à Pâques, 15 jours au mois de mai, c'est merveilleux. Seulement on en meurt, on en crève, parce que dans le reste du monde, c'est pas ça. On disait, je voyais un jour un Chinois qui était à la télévision. Il avait une machine qui faisait 12 000 chemises par semaine. On disait alors, combien gagnez-vous? Je gagne 80 € par mois. Et vous travaillez combien? 14 heures. Et c'est dur? Ah oui, quand même, la 14e heure, oui. Voilà. Eh bien, c'est ça.
Nos concurrents, c'est ça. D'abord, nos concurrents, beaucoup d'entre eux se battent, travaillent pour ne pas mourir de faim. Ce n'est pas notre cas. Ils ont le dos au mur. Et par conséquent, si nous ne nous défendons pas comme nous avons le droit de le faire, nous avons le droit, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Est-ce que ça n'est pas une folie d'accepter que 60 000 demandeurs d'asile entrent chaque année dans notre pays, sous le prétexte que la France est un pays d'asile? Et oui, c'était vrai au XIXe siècle. On accueillait de temps en temps un violoniste russe, un poète hongrois pourchassé par sa police, mais pas 60 000 par an. Et M. Valls, le provocateur, nous a dit aujourd'hui que ça allait très bien, que bon, il y avait un peu plus de renvoi. On renvoie surtout des Roms. Hein. Le gros avantage, c'est qu'on les paye pour partir et qu'on sait très bien qu'ils vont revenir. Ils vont arriver d'ailleurs par millions, je vous dis tout de suite. Hein. Maintenant que la frontière est ouverte, ils ne sont pas arrivés tout de suite, mais ils vont arriver. J'ai même dit qu'à Nice, la promenade des Anglais s'appellerait la Romnade des Anglais. Je ne crois pas obligé de les détester pour ça. Simplement, je leur dis, vous ne pouvez pas venir chez nous. Et aux jeunes Arabes musulmans qui viennent en France, je leur dis, mais écoutez, il y a des tas de pays, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, pourquoi n'allez-vous pas au Pakistan ou bien au Bangladesh? Pourquoi venez-vous dans ce pays dont vous pensez, dont on vous fait penser qu'il vous a exploité? Et c'est assez curieux quand même que nous aurions été un peuple colonialiste qui est suivi par ses colonisés. C'est extraordinaire. C'est des masochistes. Moi, je suis honnêtement, je vous dis sans complexe, quand j'ai été élu député la première fois, en janvier 1956, mon deuxième de liste était noir, c'était même un Martiniquais. Il était héros de l'Union soviétique et anticommuniste parce que c'était un pilote de chasse de l'escadrille Normandie-Yémen. J'ai été le premier à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 1957, quand ils étaient français. Et j'ai été le premier à faire élire une musulmane en 1986 comme conseiller régional d'Île-de-France. Personne ne peut en dire autant dans aucun autre parti que le Front National. Eh bien, de cela, je suis assez fier. Je suis fier d'avoir montré que le Front National était ouvert à tous ceux qui aiment la France. Voilà. Le Front National, on peut entrer. Il y a tout au Front National. On a dit que le Front National était un parti gaulliste. Non, c'est pas un parti gaulliste. Il se trouve qu'il y a un gaulliste, ça arrive. Il y a tout. Il y a des homos, il y a des gaullistes, il y a des cul-de-jatte, il y a un peu de tout. D'accord, mais non, il y a tout. Il y a plusieurs autres partis, petits d'ailleurs, partis gaullistes, qui s'honorent d'être gaullistes. Ce n'est pas le cas du Front National. Bon. Mais pour ce qui est de nos compatriotes et de ceux qui désirent le devenir, je leur dis clairement, la formule anglaise, love it or leave it. Aimez-la ou foutez le camp. Voilà. Alors, chers amis, vous voilà missionnés, nous sommes missionnés maintenant pour nous battre avec nos moyens. Téléphoner à la tante Agathe, à l'autre bout de la France, pour lui dire qu'il faut voter, bien voter. Dans le Pas-de-Calais aussi. Bon, et aussi à Nice. Vous avez des moyens, il faut se battre, il faut vouloir. Il faut avoir la sensation d'être en danger. Je vous le dis comme on le disait sous la Révolution, citoyen, la patrie est en danger. Ça sera un des thèmes de mes affiches. La patrie est en danger. Ce n'est pas un propos électoral, c'est un propos grave, c'est un propos sérieux, qui m'engage, moi, mais qui vous engage surtout vous. Et vous devez penser à ceux que vous avez faits, c'est-à-dire à vos enfants, à vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants futurs. Vous ne leur avez légué, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à présent, que la dette. Vous leur avez légué 2000 milliards de dettes. Bon, ça ne suffit pas. Il faut leur offrir autre chose.
Il faut leur offrir le même avenir que celui que vous avez connu de la part de vos parents, qui, comme les miens, se sont saignés aux 4 veines pour faire ce que nous sommes. Mon grand-père et ma grand-mère Le Pen ne savaient ni lire ni écrire, ce qui ne les a d'ailleurs pas empêchés d'exercer un métier, d'avoir une famille, d'acheter des maisons et des bateaux. Ce qui prouve que l'instruction n'est pas forcément obligatoire, il vaut mieux n'en pas avoir qu'en avoir une mauvaise. Voilà. D'entendre chanter la Marseillaise dans les stades et dans les écoles, parce que je me sens directement coupable. C'est moi qui ai obligé cela. Par mon exemple, j'ai été critiqué pour ça. On dit, mais il est fou, qu'est-ce qu'il veut chanter la Marseillaise? C'est pas vrai, et puis quoi encore? Oui, et maintenant on chante la Marseillaise partout, comme vous allez d'ailleurs, chers amis, avec moi, la chanter avant de manger la galette. Ainsi soit-il. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes.